Mesdames et messieurs, à nouveau bonjour et merci de nous retrouver sur votre émission Incursion 229. Et comme vous le savez, c'est une émission conçue bien entendu pour aller à la rencontre des cadres, des personnalités, politiques ou non, des acteurs économiques et des agents qui travaillent également dans le domaine de la société civile, donc les organisations de la société civile. Aujourd'hui, on parlera de quoi ? On parlera bien entendu de la terre, mais c'est comment défendre la terre pour les jeunes et les femmes qui nous préoccupent. Et pour ça, nous irons à la rencontre d'une organisation de la société civile, Youth Initiative for Land in Africa. C'est une organisation de la société civile qui parle du droit foncier et surtout en focalisant l'attention bien entendu sur les jeunes et les femmes. Et nous allons retrouver aujourd'hui son coordonnateur. Il est cofondateur et coordonnateur de cette organisation de la société civile. Il a pour nom Innocent Antoine Huedji que nous allons retrouver. Mais avant de poursuivre cette émission, n'oubliez pas les gestes utiles pour nous, bien entendu. Chers téléspectateurs et chers internautes, n'oubliez pas s'abonner, aimer, commenter et partager. Et si vous avez commencé déjà à le faire, nous vous disons merci. Et nous allons rentrer dans le vif du sujet avec Monsieur Huedji. Bonjour à vous. Bonjour, Monsieur Naoum. Merci d'accepter notre invitation sur Incursion 229. Merci à vous aussi. Alors, on parle bien entendu d'une organisation de la société civile qui travaille dans le domaine du foncier. Mais avant d'aller dans le vif du sujet, on veut bien vous connaître d'abord. Présentez-vous correctement comme cela se doit à nos téléspectateurs. D'accord, moi je suis Huedji Innocent Antoine, je suis économiste de base. J'ai eu le temps de travailler avec le projet Millennium Challenge des comptes, surtout sur le projet ACO foncier. Et j'ai travaillé également beaucoup de temps avec la direction des domaines, et également travaillé avec l'ANDF. Et à l'heure actuelle, je crois que nous avons eu l'occasion quand même de pouvoir participer à des activités, et ce qui a permis à plusieurs autres jeunes de plusieurs États de pouvoir nous désigner pour conduire cette organisation panafricaine. Cela nous a donné également la chance de faire partie du groupe de travail sur le foncier rural de l'UEMOA. Donc, je suis membre du groupe de travail sur les questions foncières en milieu rural au niveau de l'UEMOA, surtout pour défendre également la cause donc, des jeunes. Donc, à tout casser, voilà ce que je suis. Voilà, merci. Mais pourquoi cet intérêt pour la terre, pour le foncier? Vous savez, aujourd'hui, quand nous prenons vous savez, la terre est en amont et en aval de tout. Vous savez, la terre est en amont et en aval de tout. Parce que il n'y a rien qu'on puisse faire sans la terre. Vous ne pouvez pas construire dans les cieux, vous ne pouvez pas construire ailleurs. Donc, c'est sur la terre que tout se fait d'abord. Et pour cela, il faudra quand même mettre en valeur cela, effectivement. Et comme j'ai souvent l'habitude de dire, je dis que quand nous prenons l'Afrique, l'Afrique a de vastes étendues de terres arables qui sont inexploitées. Lorsque vous prenez Cotonou, même pour aller même à Glo, vous voyez déjà les brousses qui sont là, donc inexploitées. Donc c'est déjà des questionnements qui interpellent chacun de nous pour dire vraiment nous avons de disponibilité, levons-nous pour faire quelque chose. Et c'est ça qui nous a motivés donc à vraiment nous intéresser à la matière terre. Et quand on s'intéresse à la matière terre, on s'intéresse à l'investissement. Si on veut investir sur ça, il faut sécuriser l'investissement, d'où il faut sécuriser donc le foncier, en fait, cette terre qu'on veut exploiter pour créer de la richesse. Alors, vous présentez donc le moteur de la mécanique, mais quel a été le déclic? Parce qu'on peut bel et bien décider à parler de la protection de la terre, sécuriser la terre, on le dit très bien d'ailleurs,
quand la terre est sécurisée, l'investissement est possible. Vous l'avez mentionné tantôt. Mais le déclic, c'est venu quand? Pour aller vraiment à la formalisation d'une organisation de la société civile dans ce domaine. Bon, je vous dis pas, nous avons en 2019, j'ai été invité par la Commission économique des Nations Unies pour une conférence. Au cours de la conférence, nous avons constaté avec beaucoup d'amertume que la question des jeunes, cette question n'est pas du tout soulevée. Et quand vous regardez dans tous les panels, c'est investissement, sécurisation foncière des investissements et les investissements, et comment les chefs traditionnels pourront quand même retrouver leur pouvoir de chef terroir et l'agriculture familiale. Donc on a vu que en réalité les jeunes ne sont pas du tout impliqués, même les questions des jeunes. Et donc tous les jeunes experts qui étaient présents, je pense que on était à Abidjan, plus de 1000 experts venus de tout le monde entier. Nous avons constaté avec beaucoup d'amertume que la thématique jeune et foncier n'est pas intégrée. Alors que lorsque nous regardons les communications, on voit que plus de 70% de la population africaine est jeune. Et les investisseurs veulent investir plus en Afrique. Donc, il y a un problème. Si nous avons la matière, nous avons la ressource humaine qu'il faut, qui est majoritaire, et que nous avons la ressource humaine terre et la ressource terre qui existe, alors il faudra combiner les deux. Donc c'est comme ça que tous les jeunes qui étaient à la conférence, ils ont dit, bon, on se met ensemble, vraiment, nous tous on a fait le même constat, et c'est le déclic, ce qui a justifié que tous les jeunes se sont réunis pour dire, il faut que nous puissions faire quelque chose pour les jeunes. Et nous avons fait déjà une première assemblée générale. Comme les seniors refusent de penser à vous, vous jeunes, vous avez décidé de vous mettre ensemble pour créer donc cette organisation de la société civile. Exactement. Donc, aucun jeune, en fait, le jeune, si le jeune ne défend pas ses propres causes, je pense que personne ne pourra défendre à sa place mieux que lui. Les aînés font ce qu'ils veulent, ce qu'ils peuvent. Est-ce que vous voyez? Donc, on a mis en place, on a commencé. Et c'est comme ça que ça a évolué et ça a évolué. Et aujourd'hui, nous travaillons beaucoup plus. Nous travaillons beaucoup plus dans plus de 20 pays d'Afrique. Et nous travaillons avec, évidemment, l'Union africaine, nous travaillons avec la GIZ, nous travaillons avec beaucoup d'organismes aujourd'hui pour pouvoir permettre aux jeunes d'avoir vraiment les bonnes pratiques foncières pouvant leur permettre d'avoir, en fait, de pouvoir avoir la capacité d'obtenir des lopins de terre pour des questions de l'agriculture, pour des questions d'habitat ou d'autres projets. Alors, Youth Initiative for Land in Africa, bien entendu, c'est ILA. Oui. ILA, je prononce bien. Vous prononcez très bien. Voilà, donc, quelles sont les ambitions, les objectifs réels de cette organisation de la société civile? Voilà les objectifs. Les objectifs de l'organisation, dans un premier temps, c'est d'abord de motiver les jeunes à comprendre que toute la richesse, tout ce qu'on cherche, l'emploi, tout ce qu'on cherche se retrouve d'abord sur l'agriculture, se repose sur l'agriculture. Et on ne peut réussir l'agriculture que si nous avons la capacité d'avoir accès à cette ressource qui est la terre pour pouvoir mieux s'en sortir. Donc, l'autre objectif, c'est de pouvoir motiver les jeunes à savoir qu'il faut travailler. Et un autre, c'est de pouvoir former les jeunes parce que malheureusement, on a constaté au cours de la dernière conférence sur l'été arabe, on a constaté que d'abord dans la région arabe, 112% des jeunes n'ont aucune connaissance des questions foncières. Ça veut dire que ça reste l'apanage des rois, ça reste l'apanage des autorités. Donc, c'est de les former, de renforcer leurs capacités, de partager l'information pour qu'ils puissent savoir réellement ce que c'est et se prendre au sérieux par rapport à ça et de s'engager vraiment pour des projets assez structurants
faisant appel à la ressource terre. Voilà. Donc voilà un peu les objectifs que nous sommes en train de poursuivre, et également défendre. Par exemple, il y a des jeunes qui sont dans des situations conflictuelles. Comment est-ce que nous pourrions être un appui conseil à ces jeunes pour pouvoir défendre leur cause, voilà, dans ces cas de conflits fonciers et tout. Voilà un peu. Mais nous n'allons pas laisser les femmes de côté, parce que quand on parle de jeunes, on parle de les jeunes filles, on parle des femmes. Donc, nous mettons réellement un accent particulier sur les femmes également. Mais nous avons mis en place des stratégies pour atteindre ces objectifs. D'accord. Mais avant de parler des stratégies, je voudrais savoir d'abord, l'aventure a commencé depuis quand? L'aventure a commencé depuis 2019. 2019. Ouais. Ok. A commencé depuis 2019. Donc on peut dire 3 ans d'expérience. Disons, déjà. 3 ans d'expérience déjà. Nous sommes un bébé, mais c'est comme nous sommes comme un monstre. Donc un bébé avec plusieurs dents, parce que nous marchons déjà. Vous pensez fondamentalement que vous avez fait un bon choix avec ces jeunes qui s'étaient retrouvés à cette conférence? Bien sûr, on a fait les bons choix, parce que, oui, vous savez, d'abord, ce sont des jeunes engagés qui ont le profil. D'accord. Et qui sont dans la pratique du métier. Donc, vous voyez déjà, ils ont l'expérience. Et il y a d'autres qui sont déjà dans l'entrepreneuriat agricole aussi, vous voyez, et eux-mêmes, ils révèlent clairement les difficultés qu'ils ont à accéder et à faire accéder d'autres jeunes. Vous voyez, donc, je crois que nous avons bien choisi la cible, et puis la problématique est là. Parce que la terre est disponible en abondance, mais pas sécurisée. Exactement. Parce que quand on dit on veut sécuriser la terre, non, c'est pour éviter d'abord les conflits, mais le vrai problème, c'est pour sécuriser l'investissement. Si le jeune met 2 millions, 3 millions pour cultiver une terre, et qu'in fine, on lui dit un jour de déguerpir, il y a un problème. Ça veut dire que l'investissement est à l'eau. Donc, non seulement on évite les conflits, mais fondamentalement, c'est de sécuriser les investissements des jeunes lorsqu'ils prennent la décision d'entreprendre, de faire par exemple de l'agriculture, de peut-être chercher à faire des projets structurants sur les questions de changement climatique et de désertification sur des zones données. Vous voyez, donc autant d'éléments. Donc c'est beaucoup plus sécuriser l'investissement des jeunes. Et également, si on sécurise l'investissement des jeunes et que le jeune reçoit d'un bailleur, qu'il soit africain ou béninois ou bien togolais, ou il reçoit l'investissement, il faut que l'investissement de ce bailleur-là soit également sécurisé. Voilà. D'accord. Alors, Gila a bien entendu des stratégies. Ouais. Vous voulez en parler tantôt. Dites-nous tout sur vos stratégies. Alors, nous avons mis en place des pôles. D'abord, le premier pôle, c'est le pôle d'échange et de partage. Okay. D'accord? Nous appelons ça le pôle de dialogue. Ce pôle-là, nous avons mis en place une conférence que nous appelons la conférence internationale sur la gouvernance foncière au profit des jeunes. On appelle ça la SIGOFA. Et cette conférence s'organise chaque année, et au cours de cette conférence, les jeunes sont présents, les institutions également qui travaillent dans le secteur, les gouvernants, les autorités traditionnelles, donc tous les acteurs qui interviennent d'une façon ou d'une autre sur les questions foncières, on les réunit et on échange sur les réels problèmes des jeunes, et à la fin, on sort des recommandations. Ces recommandations consistent maintenant à formuler des projets structurants et pratiques. Quand je vous donne un simple exemple, oui. De la SIGOFA des 2 dernières années, nous avons sorti un projet qu'on appelle 10 millions de jeunes, 10 millions de terres contre la désertification. Et déjà sur ce projet, nous avons ITA qui travaille avec nous. Il y a d'autres institutions qui travaillent également sur ce projet avec nous. Donc vous voyez déjà, donc il faut pouvoir, sur la base des recommandations de la conférence, sortir
des projets structurants qui pourra permettre de créer suffisamment d'emplois, mais de pouvoir permettre de participer au mieux-être donc, de nos jeunes. Ça, c'est un cas simple que je vous donne. Voilà. L'autre, nous avons mis en place un centre qu'on appelle YILA Training Center, c'est-à-dire le centre de formation. Le centre de formation, évidemment, prend en compte les jeunes qui sont sur le territoire, mais prend en compte les jeunes qui n'auront pas le moyen de voyager. Donc, on a une plateforme d'e-learning qui est déjà disponible et que vous pouvez visiter et voir quels sont les cours que vous pouvez déjà faire. Et on peut faire des formations en webinaire directement et maintenant on peut faire des formations en présentiel. Donc, c'est le deuxième pôle. Le troisième pôle, c'est le pôle de recherche. Quand nous avons fouillé, nous avons constaté que, bon, ce n'est pas de la faute des gouvernants ou bien des autres experts seniors de ne pas parler de nous. La faute, c'est qu'ils ne disposent pas suffisamment de données pour pouvoir faire des analyses. Il n'y a pas assez de documentation. Il n'y a pas assez de documentation pour pouvoir prendre des décisions, pour pouvoir formuler des projets. Impliquant des jeunes. Donc, du coup, on a dit, pour que nous puissions arriver à défendre l'implication active des jeunes, il faut réellement qu'on ait des informations fiables pour dire, voilà, sur la base de telle recherche, nous avons constaté qu'il y a tel défi, il y a tel défi. Donc, il faut y prendre des décisions. Mais derrière cette stratégie, il doit y avoir la question de budget. Parce que faire la recherche, exactement, c'est de l'argent. Exactement. Je vous donne un cas simple. Oui. Aujourd'hui, nous avons eu un partenaire qu'on appelle le Global Land Alliance, un partenaire américain, qui est en train de développer un gros programme de recherche sur la question. Et nous avons déjà tout bouclé. Il nous reste qu'à lancer. Et 4 pays sont les pays pilotes. On a prévu faire les recherches dans 20 pays, mais il y a 4 pays pilotes. Il y a le Bénin, évidemment, il y a le Sénégal, il y a la Tanzanie, et puis il y a Congo démocratique, donc la République démocratique du Congo, RDC. Donc, voilà les 4 pays. Donc, ça veut dire quoi? C'est qu'on a besoin des moyens, et puis il y a aussi des institutions de recherche qui veulent effectivement investir pour pouvoir quand même avoir des informations exploitables pour la prise de décisions à tous les niveaux, au profit, donc à l'avantage donc, de nos jeunes. Voilà le 4e pôle. Le 5e pôle, c'est la plateforme multi-acteurs. Parce qu'on a dit, bien, il seul ne peut pas faire le travail. Il faut évidemment impliquer les autres organisations de jeunesse qui se trouvent dans les autres pays. Et donc, on ouvre la vanne en mettant en place une plateforme multi-acteurs avec une organisation internationale qu'on appelle la coalition internationale, la coalition mondiale des terres, on appelle ça, International Land Coalition. Donc, on met en place la plateforme. La plateforme sera lancée en octobre prochain et évidemment, ça va permettre d'avoir en fait un large champ d'action et mieux impacter les jeunes dans les différents pays concernés. Est-ce que le risque n'est pas grand d'aller se noyer dans quelque chose de plus vaste? Est-ce que l'ambition à ce niveau, pour vous aujourd'hui, pour YILA, est-ce que cette ambition n'est pas trop grande? L'ambition n'est pas trop grande. Parce que je rappelle, 3 ans de parcours, et vous allez déjà vraiment vers les grosses marmites. Est-ce que vraiment vous aurez la possibilité de réaliser vos objectifs? L'objectif sera réalisé parce que évidemment cette plateforme sera hébergée par YILA. Donc ça veut dire que c'est YILA qui va avoir la commande, qui va abriter le secrétariat donc, de cette plateforme. Donc ce n'est que dans la continuation, dans la suite de la vision de YILA pour permettre à ce que même les autres organisations puissent véhiculer les mêmes visions, poser les mêmes actions, les répercuter sur les jeunes qui se retrouvent dans leur organisation, ou dans leur pays, ou dans leur communauté. Parce que maintenant, il faut beaucoup plus viser les communautés, surtout les communautés qui ne comprennent pas la langue officielle du pays. On ne va pas dire qu'ils sont analphabètes.
mais ils ne comprennent pas la langue officielle du pays et ils ont des langues locales. Donc ces communautés également, il y a de ces organisations qui pourront aller vers ces communautés, parler la langue du milieu pour leur faire comprendre l'information et pour leur apporter l'information qu'il faut, surtout les bonnes pratiques foncières. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes ruraux qui ont des difficultés à avoir accès, simplement parce qu'ils n'ont pas les bonnes pratiques. Les bonnes pratiques, je prends un exemple. Si par exemple vous allez au pays Yoruba et que vous venez de la ville, vous voulez la terre et vous dites bonjour papa, il faut se prosterner. Vous devez vous aplatir à terre et il va dire non, levez-vous, levez-vous, levez-vous. Déjà, par exemple, les pratiques de respect de nos communautés participent à la bonne pratique. Si tu es respectueux, c'est un des éléments, une variable. Si tu es respectueux et que tu demandes quelque chose à l'aîné, il peut te dire, bon, j'ai 10 hectares là, et bon, tu peux travailler sur 2 hectares. Voilà. Tu veux quoi? Tu veux les papiers? Bon, je te donne toutes les garanties ou je t'envoie en famille pour que tout le monde puisse savoir que c'est toi qui travailles sur ce périmètre-là. Vous voyez un peu? Donc, il y a beaucoup d'autres pratiques que nous n'allons pas nous mettre. Il y a l'ethnie. Par exemple, quand vous passez d'une ethnie à une autre, vous n'avez pas la chance de vous en sortir. Mais comment arriver à avoir des bonnes pratiques ethniques pour que lorsque tu sois fond et que tu ailles au nord, chez les Bariba, qu'ils t'accueillent comme il le faut et qu'ils te donnent la terre. Donc voilà un peu le travail que nous sommes en train de faire en termes de bonnes pratiques. Donc c'est ça réellement, c'est à ça que nous voulons arriver en impliquant les autres organisations. Évidemment, nous allons héberger la plateforme et conduire les rênes, donner les orientations qu'il faut. Okay. Voilà. Donc 5 piliers. 5 piliers. Vous travaillez sur 5 piliers. 5 piliers actuellement, qui sont vraiment fondamentaux. D'accord. Et jusque-là, en 3 ans, qu'est-ce qu'on a pu capitaliser au niveau de ILA? Alors, en 3 ans, d'abord, nous avons déjà eu 2 éditions de la SIGOFA 2020. La conférence internationale sur la gouvernance foncière au profit des jeunes. Et 2022, nous aurons la 3e édition qui va être à Dakar, au Sénégal. Donc, la 3e édition à Dakar. Et donc, vous voyez déjà l'engouement. Et pendant ce temps, nous avons travaillé avec les institutions, les grosses institutions qui sont intéressées à la question, comme l'Union africaine, comme la GIZ, comme la Coalition mondiale des terres, donc, et beaucoup d'autres, avec la NEPAD. Donc, il y a beaucoup d'institutions qui sont intéressées vraiment avec lesquelles nous sommes en train donc, de travailler. Au Bénin, ici, pour la conférence, on a eu l'ANDF, vous voyez, on a eu le ministère de la Justice, on a eu le ministère du Plan chargé des ODD. Donc, vous voyez, on a eu l'ANPE pour voir comment est-ce qu'il faut arrimer les questions foncières aux questions de création de l'emploi. Donc, vous voyez déjà, donc, c'est un grand succès et que cette activité commence à se pérenniser. Donc, à Dakar, nous aurons la 3e édition. Pour les questions de recherche, comme je vous ai dit, le projet, il est bouclé, il sera lancé. Il sera lancé avant la fin de cette année. Et nous avons déjà fait une recherche préliminaire. Et c'est cette recherche qui a défini la suite de la large recherche. Et cette recherche préliminaire a produit beaucoup de fruits. Et le rapport est vraiment intéressant. Et c'était sur quoi? C'était comment vérifier les barrières et les défis auxquels les jeunes sont confrontés dans leur accessibilité à la terre. Donc c'était vraiment, et puis les pistes d'amélioration, c'était vraiment ça montrer, on a eu le vrai visage sur le terrain. Est-ce que vous pouvez déjà partager avec nous quelques idées concernant les barrières par exemple? Bon, je prends par exemple une barrière, l'ethnie. La langue constitue une barrière, mais personne ne savait qu'une langue pouvait constituer une barrière. Personne pour permettre à un jeune d'accéder à la terre. Vous voyez.
je prends un truc banal, je prends par exemple les pratiques de respect. Oui. Vous en aviez parlé tantôt. J'en avais parlé. Et également, il y a aussi les questions de coût. Le coût de la terre. Le jeune n'a pas l'argent pour acheter la terre. On lui dit, bon, pour louer même, il faut donner l'argent. C'est une barrière. Je prends par exemple aussi les tests de loi des pays qui peut-être n'avaient pas prévu. Au Bénin, nous, on n'a pas de problème. Parce que le code parle fait la promotion de l'accès des jeunes. Okay. Est-ce que vous voyez? Le code des personnes de la famille aussi fait la promotion. Et puis, il y a la Constitution fait la promotion de l'accès des jeunes. Donc, ici, donc, sur le plan législatif, le Bénin s'en sort très bien. Je dirais très bien. Maintenant, il faut aller voir l'application de tout ça. Voilà. Donc, maintenant, c'est l'application. Vous voyez? Donc, dans l'application, on constate qu'il y a également un problème. Et également aussi la tradition. Lorsque la tradition constitue vraiment un frein pour l'accès des jeunes, surtout des jeunes filles, des femmes. Donc, c'est une question... Donc, l'approche genre. Oui, l'approche genre. Donc, c'est une question vraiment... voilà, quelques pratiques qui, quand même, quelques barrières qui n'arrivent pas aux jeunes. Il y a aussi la question de l'information. On a vu que, quand on a fait les trucs, il y a les jeunes qui n'ont pas l'information. Surtout les jeunes ruraux. Ils n'ont pas l'information. Qu'est-ce que c'est que le foncier? Comment il faut... Les formalités pour accéder. Ils n'ont pas l'information. Ils n'ont pas l'information du processus de sécurisation, du processus d'acquisition, du processus de location de terre, du processus de demande à titre gratuit de terre. Ils n'ont pas ces informations. Et donc, normalement, c'est possible d'avoir la terre. Prenons le cas du Bénin. Est-ce que c'est possible d'avoir la terre gratuitement? Bien sûr. Oui. Bien sûr. Et quelle est la clé? Quelle est la stratégie? Je vous ai donné un simple exemple. Vous êtes dans votre famille. Ça dépend de la manière dont vous vous comportez. Donc, nous mettons en place une formation pour montrer comment le jeune doit se comporter dans sa communauté. La posture qu'il faut avoir dans ta communauté pour qu'on puisse avoir confiance. Pour te dire, bon, nous avons 2 hectares là, vous pouvez utiliser. Nous avons 5 hectares là, vous pouvez utiliser. Ça, c'est par exemple des stratégies qu'il faut avoir. Même sans payer un rond, vous pouvez l'avoir. Je prends également le cas de nos communes. D'accord. La mairie est là pour le développement. Mais combien de jeunes sont allés voir un maire pour dire nous voulons développer tel projet, nous avons besoin de 2 hectares, 3 hectares, 4 hectares. Mais quand je vais voir le maire pour dire je veux développer telle activité et j'ai besoin de la terre, le maire refuse et quelques jours après, c'est un proche du maire qui utilise la même stratégie. Non. Ce sont des obstacles aussi, ce sont des réalités. Exactement, oui. Mais c'est pour ça qu'il ne faut pas aller seul. C'est pour ça qu'on se met en lobbying, on se met ensemble pour demander. Et donc, la plupart du temps, je ne vous cache pas, la mairie de Djougou, par exemple, est déjà engagée dans un processus comme ça pour octroyer des terres aux jeunes, pour leur permettre de développer des projets. Parce que simplement, les jeunes ne sont pas allés individuellement, ils sont allés ensemble. Et c'est ça que je voudrais dire aux jeunes. Ce n'est plus le moment d'aller de façon individuelle. Il faut aller toujours ensemble. Dans l'aventure solitaire. Non, c'est fini. Pour parler de la terre, ça ne va pas prospérer. Même pour les projets. Pour les projets, les jeunes doivent se mettre ensemble. Ils doivent apprendre à vivre ensemble, à travailler ensemble, à collaborer ensemble, à atteindre les objectifs ensemble. Mais ce qu'il faut savoir, les revenus donc, doivent être partagés suivant une clé de répartition qui satisfait à tout le monde. Et c'est ça qui est le vrai problème. Il faut aller à la formation sur ce coup-là. Exactement. Et c'est ça qui est le vrai challenge. C'est ça qui fait que beaucoup de jeunes ne veulent pas se mettre ensemble parce que lorsque vous mettez ensemble, l'affaire de se vante parce que la clé de répartition des revenus ne sont pas respectées. Et c'est ça que nous voulons éviter.
la transparence. Mais il faut aussi attirer l'attention des jeunes sur un fait, parce que ça aussi, c'est du vécu, c'est des cas où vous attribuez votre terre gratuitement à quelqu'un pour pouvoir développer une activité culturelle et tout, mais après, c'est qu'on va voir le charlatan pour implanter des choses sur la terre et finalement pour vous éloigner de votre terre. Ce sont des pratiques qui existent et certainement vous devez avoir connaissance. Bien sûr, bien sûr. Nous avons fait récemment une étude commanditée par la GIZ et il a été démontré, les aînés, les vieux, les chefs traditionnels ont dit que la terre est disponible pour les jeunes. Oui. Mais ce qui fait qu'ils sont contre la remise des terres à ces jeunes, c'est qu'on leur met à disposition et quelques temps après, qu'est-ce qui se passe? Ils vendent les terres ou bien ils font de gris-gris et puis ça y est. La guerre commence. La guerre commence. Et donc, moi, quand je disais aux jeunes, vous devez respecter la parole donnée. Et c'est pour ça que c'est pour ça qu'il y a la plateforme d'e-learning, la plateforme de formation Yila Training Center. Le jeune à qui on a octroyé la terre doit pouvoir respecter un certain nombre d'engagements vis-à-vis de celui qui met à titre gracieux cette terre à disposition et c'est pour ça qu'aujourd'hui, par exemple au Bénin, il faut une signature tripartite. Celui qui est en train de remettre la terre aux jeunes, oui, il doit signer la convention. Le jeune qui veut travailler dessus signe la convention et les deux se portent devant le maire qui sera le témoin pour dire effectivement j'ai connaissance que ce jeune-là, le vieux lui a laissé 5 hectares pour faire telle culture ou bien pour faire telle chose. Et à partir de ce moment, devant l'autorité, d'accord, je dirais l'autorité gouvernementale, le jeune ne peut plus faire de double jeu, quel que soit ses gris-gris et tout ça, parce que le gris-gris n'est pas au-dessus de l'autorité divine. On est au Bénin. Hein? Non, je vous dis ce que je dis. Ce que je dis, c'est vous avez raison, mais oui, ce que je dis, c'est profond. Oui. C'est profond. Donc, l'autre chose, celui qui a laissé la terre, c'est pour une période d'exploitation. Il ne va pas se lever tout de go parce qu'il a vu que le jeune, ce qu'il a commencé à faire, commence à prospérer et d'un jour va le déguerpir. Est-ce que vous voyez? Donc, le maire est là pour arbitrer, pour dire non, pour faire le suivi et le contrôle donc, de l'engagement entre les deux parties pour que ça puisse marcher. Donc, c'est autant d'éléments que nous mettons à disposition et que nous partageons avec les jeunes pour que réellement que ces aînés-là puissent avoir confiance que maintenant qu'ils peuvent nous laisser exploiter les fonds de terre qui sont disponibles. Voilà. Est-ce que vous avez des exemples précis où la communion que vous évoquez là entre le jeune promoteur, un sage et l'autorité communale, où vous avez des tandems comme ça qui ont réussi dans certaines localités? Bon, comme je vous disais, le premier qu'on est en train d'exploiter, qu'on a commencé à expérimenter, c'est le cas de la commune de Djougou, où c'est clair. C'est un vieux projet ou bien c'est l'actuel maire qui est en train de conduire ça. Qui est en train de conduire ça. Donc, c'est un projet comme ça où les jeunes pour ne pas citer son nom, les jeunes n'auront plus le choix que de se mettre dans cette méthode pratique que nous mettons en place pour pouvoir sauvegarder l'intérêt des différents acteurs afin de permettre aux jeunes d'exercer facilement, d'exploiter facilement les fonds de terre. D'accord. Voilà. Alors, si on voit dans d'autres pays où c'est l'État qui est en quelque sorte le garant, le patron ou bien le détenteur de tout pouvoir sur les terres, ce qui n'est pas le cas au Bénin, est-ce que si vous faites l'analyse comparative entre deux schémas pareils, qu'est-ce qui est mieux? Est-ce que c'est notre modèle ou bien c'est le modèle où c'est l'État qui est propriétaire? Vous savez, les deux modèles sont intéressants. D'accord. Voilà. Parce que l'État, l'objectif de l'État, c'est le développement aussi. C'est la création de l'emploi. Et donc,
l'État pourrait peut-être mettre les domaines de l'État à disposition des jeunes. Par exemple, les espaces qui sont après bazardés en politique. On peut mettre à disposition. Oui. Pour par exemple, si c'est en ville. Les réserves administratives. Voilà, les réserves. On peut dire, bon, on installe sur les réserves, sur peut-être une réserve de 10 hectares. On peut dire, bon, ok, on installe 10 jeunes à raison de 1 hectare avec des produits agricoles, en fait, des productions agricoles spécifiques. Spécialisées. Mais on les met ensemble de telle sorte que, bon, tout est ensemble, mais on sait que toi, tu fais du maïs, l'autre fait du haricot, l'autre fait, donc, en fait, des productions agricoles qui constituent une chaîne. Une chaîne. Donc, du coup, l'État peut dire, bon, je mets à disposition, j'installe les jeunes. Et puisque c'est l'État qui est le propriétaire de ces domaines, vous voyez que déjà, pour constituer une garantie aux investisseurs, il n'y aura plus de problème. Il n'y aura plus de problème. Parce que l'investisseur va se dire, bon, c'est le domaine de l'État. C'est attribué par l'État. L'État ne reviendra pas dans quelques jours pour dire dégagé. Donc, ça aussi, c'est un aspect que nous sommes en train de sculpter, un aspect sur lequel on est en train de réellement travailler parce qu'il a été démontré que, par exemple au Bénin, les réserves sont là, mais les jeunes crient, ils n'ont pas l'emploi, ils n'ont pas de terre pour faire l'agriculture, pour faire l'élevage, pour faire ceci et cela. Mettez les terres là, ces réserves là à disposition des jeunes des communes. Maintenant, il y aura un processus de les former, comme je vous ai dit. Oui. Parce qu'il faut former. Et c'est en cela que nous travaillons. Il faut former les jeunes à l'esprit même de la gestion de la terre. Parce que la terre a un esprit. C'est comme je dis, la terre ne meurt pas. La terre, c'est un esprit. Donc, à partir de ce moment, il faut les former à ça. Pour qu'ils puissent savoir, on ne vend pas une terre qu'on vous donne à exploiter. Ça doit être un réflexe. Ça doit être un réflexe. On ne fait pas gris-gris sur une terre parce qu'on veut prendre le contrôle définitif. Parce que ce qu'on vous a donné à exploiter. Ça doit être clair. Est-ce que vous voyez? Donc, il y a un certain nombre de pratiques que nous enseignons aux jeunes pour leur permettre, en fait, de pouvoir mieux exploiter. Donc, je disais, on doit mettre ces domaines et ces réserves à la disposition pour commencer à créer de la richesse. Je prends en ville, on peut faire de l'agriculture urbaine. Pourquoi pas? Il y a quand même quelques espaces, même si c'est pas. Moi, j'étais en voyage un jour en Jordanie. Je constate que même en pleine ville, les gars ont fait de l'agriculture urbaine. Et autour de la zone agricole, ils ont mis en place des forêts urbaines. Mais un mélange. Quand toi-même tu vois, c'est formidable. Ça permet de consommer les effets, les gaz à effet de serre, et puis ça permet de pouvoir avoir plus d'oxygène et de pouvoir quand même participer vivre dans un environnement sain. Dans un environnement sain. Et ça, moi je dis, et en pleine ville, vous voyez des jeunes. C'est le rêve de Hila. Oui, vous voyez par exemple des murailles vertes. Des murailles vertes. Mais ces murailles vertes, ce n'est pas seulement planter des arbres, mais on peut faire certaines productions, certaines chaînes de valeur agricoles au sein, et puis il y a des jeunes qui s'occupent de ça, et ainsi de suite. Mais ça dépend de la base, comment ces jeunes-là seront formatés. Parce que c'est ça. Parce que tant que les jeunes ne sont pas formatés correctement, il faut d'abord les déprogrammer. Exactement. Pour enlever les mauvais esprits de leur concept. Voilà. Et maintenant les programmer, les formater comme vous le dites. Et c'est pour ça qu'il est très important pour nous la question de la formation de la jeunesse. On mène à ce particulier là-dessus. Voilà. Mais est-ce que vous avez l'accompagnement, quand je parle de Hila au Bénin, est-ce que vous avez vraiment l'accompagnement des pouvoirs publics? Bien sûr. C'est des engagements de façade ou bien vous travaillez vraiment de commun accord avec d'abord dans un premier temps, si l'État, par le biais du ministre
le ministère de l'Intérieur, ils ont pu donner un statut légal à l'organisation, ça veut dire que c'est un besoin fondamental déjà pour la crédibilité. Et pour l'État. Deuxième chose, toutes les activités que nous avons organisées ici au Bénin, nous avons été activement impliqués au niveau du ministère des ODD, au niveau du ministère de l'Agriculture, au niveau du ministère de la Justice. Donc, vous voyez déjà que l'engagement d'accompagner cette thématique, l'engagement, l'ANDF a tout le temps accompagné également. Alors, concrètement, Monsieur Hodji, quelles sont les difficultés? Parce que c'est bien beau, hein, on peut avoir de l'ambition, surtout dans nos pays sous-développés, il y a tellement de choses, tellement de défis à relever, mais on se heurte quand même par moments à certaines difficultés, à certaines résistances. Alors, qu'est-ce qui est un élément de blocage, je peux dire par exemple à Yila? Vous savez, au niveau de Yila, oui, nous, on a notre mindset a changé. D'accord. Chez nous, ce sont des jeunes transformés. On ne réfléchit plus. Certes, il y a des barrières, mais nous essayons toujours de transformer ces barrières en opportunités pour avancer. Surtout quand vous constituez une barrière pour nous, on va vous défier pour que ça soit vous qui venez pour dire, est-ce qu'on ne peut pas faire telle chose ensemble? Mais là, le réel problème que nous avons, évidemment, c'est le problème de financement des projets, programmes. Ce n'est pas encore à la hauteur de ce que nous pensons, mais les institutions sont en train de se mobiliser autour parce que ce n'est pas une thématique qui existait assez avant. On parlait de la thématique de la jeunesse. C'est ça. On parlait de la thématique de la jeunesse et du changement climatique. C'est un nouveau Mais concept. c'est un nouveau concept et il faut travailler que ces institutions ont besoin de considérer, d'y travailler et pour pouvoir dégager des lignes budgétaires à l'avenir pour que ça puisse marcher. Donc, le réel problème que nous avons, c'est la question de financement. Et après ça, on peut dire que l'autre façade, c'est la question politique. Parce que la question politique, je crois que souvent, les gens ont tendance à faire ce qui relève de leur vision politique, mais ce qui relève de la vision technique et prospective, parfois dans certains pays, cela est mis de côté. Et c'est pour ça que, et sincèrement, moi je salue le président de la République. Le président de la République. Son engagement vous intéresse? Oui, son engagement nous intéresse. Le président de la République, Talon, je pense que nous, son engagement à accompagner et à faire les choses dans la droiture, à vraiment viser l'intérêt général. D'abord, ça c'est une référence et ça nous fait grandir partout où nous passons. Parce qu'on dit, effectivement, devant le Ghana, le Nigeria, le Burkina Faso, la Tanzanie, le Kenya, c'est grand, le Maroc, tout ça, et qu'il y ait un petit Béninois qui se retrouve dans un coin ici et qui coordonne tout ce beau monde. Vous imaginez, c'est un respect d'abord de la politique de notre État qui fait que les gens ont du respect vraiment pour ce coordonnateur qui est devant et qui conduit cette organisation panafricaine. Okay. Donc déjà, c'est déjà un grand point. Donc, notre appel pour les autres pays, c'est de pouvoir faciliter les choses au niveau politique pour que les jeunes puissent avoir beaucoup plus d'accompagnement politique. Et également, qu'ils aident également les projets, programmes de jeunes à avoir des financements. L'État peut constituer une caution garantie désormais pour les jeunes auprès des bailleurs comme le FIDA, comme d'autres FAO, d'autres institutions pour que ça puisse réellement prendre. Voilà un peu ce que je pense dire. Alors, pour Youth Initiative for Land in Africa, quelles sont les perspectives réellement?
Les perspectives d'ici 5 ans, pour nous, d'ici 5 ans, nous voudrions vraiment arriver à former tout au moins 1000 jeunes dans les 20 pays que nous avons. Ces 1000 jeunes, ils vont constituer des relais, d'accord, des relais communautaires, pour aller vers les communautés, former d'autres, et puis vous voyez déjà la chaîne, ce que ça donne. Et également pour nous, que nous puissions d'ici 5 ans sortir des rapports d'études sur des thématiques pointues comme la tradition et l'accès des jeunes à la terre, les ethnies et l'accès des jeunes à la terre, et puis beaucoup d'autres choses. Donc des rapports assez pointus sur ces questions pour rendre disponibles des informations et des données que les gouvernants pourront exploiter, voilà, pour pouvoir prendre des décisions au profit des jeunes et également des femmes. Également, notre souhait, c'est d'impacter plus d'organisations panafricaines de jeunesse qui ne sont pas dans les questions foncières, mais que nous souhaiterions coloniser pour que désormais ils commencent à intégrer cet aspect dans la gestion. Et puis, in fine, voir que notre conférence internationale devient une conférence de référence pour parler des questions de développement de l'Afrique, des questions de développement de l'agriculture, des questions de développement des aspects du changement climatique, et ainsi de suite. Donc voilà un peu, on peut interagir avec les autorités à divers niveaux, les autorités, les présidents de la République, interagir avec les autorités traditionnelles. Donc voilà un peu nos perspectives d'ici 5 ans, et voir également des projets, des micro-projets des jeunes installés dans les pays comme les success stories. Mis à part ce que nous avons déjà, nous voulons avoir des success stories. Et voilà. Et également installer des jeunes agriculteurs dans des pays pilotes, dans des pays, surtout dans les 20 pays, pour montrer que la jeunesse est capable. La jeunesse n'est pas incapable, la jeunesse est capable. Et il faut juste lui faire un peu confiance. Exactement, faire confiance, et puis c'est la méthode. C'est la méthode. Et c'est sur ça que vous travaillez. C'est sur ça que nous travaillons. C'est pour ça que la formation importe beaucoup. Nous voulons changer le mindset du jeune. Nous voulons changer sa manière de voir les choses pour savoir que nous avons de la richesse qui traîne. Il faut qu'on en prenne conscience, sinon on sera riche mais pauvre. D'accord. Alors aujourd'hui, vous travaillez donc bien entendu pour la sécurisation des terres pour les jeunes et pour les femmes. Vous aurez l'opportunité de vous retrouver une fois encore au Sénégal dans quelques semaines, si je peux dire ainsi. Dans quelques mois, en octobre. Dans quelques mois, en octobre, voilà. Donc, est-ce que déjà on peut avoir un avant-goût? Qu'est-ce qui se fera à Dakar? Bon, à Dakar, vous voyez, ça va être chaud. Chaud. Ça va être très chaud. Parce que à Dakar. C'est pas la danse et la musique. Non, mais en fait, ça va être intéressant, je vous l'ai dit. Parce que vous savez, le président Macky Sall est le président en exercice de l'Union africaine. D'accord. Donc, ça va être sous son honneur que nous allons vraiment dérouler cette conférence compte tenu de certaines décisions de l'Union africaine. Ça, c'est le premier aspect. Mais je voudrais déjà dire, il y a certains piliers. D'abord, nous allons fêter le 15 la journée internationale de la femme rurale. Deuxième chose, nous aurons un panel de dialogue entre les jeunes et les autorités traditionnelles qui pensent que les jeunes n'ont pas droit à la terre comme ça et qui pensent des questions de succession comme ils prétendent et qui pensent que voilà. Donc, on va discuter avec eux pour sortir des recommandations fortes et leur faire savoir notre vision et comment ils peuvent accompagner les jeunes dans leur terroir. Et troisième aspect, nous allons discerner des prix
Nous allons distinguer, nous allons donner des distinctions aux institutions, aux personnes qui se battent, corps et âme, et il y en a tellement. Il y en a. Bien sûr, qui se battent vraiment pour que cette problématique-là soit vraiment débattue. Et l'autre chose que je voudrais aussi souligner, il y aura aussi un dialogue entre les jeunes et les institutions, comme le président de la République, les institutions comme la GIZ, les institutions qui travaillent sur les questions de recherche, tous ceux, en fait, la GIZ, la Banque mondiale, voilà, ces institutions, il y aura un dialogue pour qu'on puisse voir. Surtout, le thème de cette année, c'est l'accès des jeunes à la terre pour la paix et la sécurité. C'est profond. Oui, pour la paix et la sécurité. On parle du djihadisme, on parle de l'immigration où les jeunes meurent. Tout ça, ça participe, ça détruit la paix, la cohésion sociale dans nos États. Et nous devons en prendre conscience. Et ces thèmes-là doivent être débattus avec des acteurs clés et sortir des recommandations qui seront mises sous la forme d'un projet pour engager les jeunes. Si les jeunes sont accompagnés par des projets qui créent suffisamment de l'emploi, je pense qu'un jeune ne va pas aller mourir dans la mer. Je pense qu'un jeune ne va pas se sentir radicalisé et aller se faire coopter par un djihadiste. Vous voyez, donc il y a autant de questions. Oui. Et les frontières, si on installe les jeunes au niveau des frontières pour des questions agricoles, nos frontières seront sécurisées. Nos frontières seront sécurisées. L'État qui est à côté ne pourra plus dire, bon, maintenant, on veut rogner sur les limites ou bien les limites de la frontière ou bien des frontières de l'autre pays. Donc, il y a autant d'éléments sur lesquels nous allons parler. Donc, ça va être suffisamment riche. Mm-hmm. Et le Bénin sera dignement représenté, le Bénin sera dignement représenté. Le Bénin sera dignement représenté. D'accord. Voilà. Alors, il y a des jeunes certainement qui regardent cette émission et qui vont chercher peut-être à savoir comment retrouver Yila. Qu'est-ce que vous avez à leur dire? Bon, mais je pense qu'ils sont la bienvenue chez nous. Oui. Il ne faut pas qu'ils disent seulement que je ne suis pas dans les trucs fonciers, machin. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit de l'engagement à ce qu'à partir d'un fonds de terre, qu'on puisse amener le jeune à créer de la richesse, à créer d'autres emplois et à vraiment à contribuer au développement du pays. Ils vous retrouvent comment? Je ne sais pas si je donne mon... Allez-y. Donc ici, ils vont nous retrouver sur le 69 70 14 14. Vous avez un site internet? Oui, c'est www.yila.org. www.yila.org. Je précise que Yila, c'est YI. Voilà, Yila, c'est Y, www.yila.org. Voilà. Donc il y a 2 A à la fin, .org. Voilà. Et c'est comme ça, on peut rapidement rentrer en contact avec bien vous. Sûr, bien sûr. Et prendre connaissance de ce que vous faites et participer, bien entendu, aux formations que vous organisez dans le domaine de la sécurisation de la terre. Bien sûr. Nous tendons donc tout doucement vers la fin de cette émission, de cet entretien que nous faisons avec vous sur Incursion 229. Alors dites-nous votre mot de fin. Ce que je voudrais simplement dire, c'est pour dire que la jeunesse est l'avenir de l'Afrique. La terre est l'avenir de l'Afrique. Donc les jeunes doivent en prendre conscience pour qu'ensemble, ils puissent travailler pour les jeunes. Et en fait, nous devons travailler, les jeunes doivent travailler pour les jeunes afin que nous aussi, nous puissions vraiment conserver en fait tout ce que l'héritage que nos aînés vont nous laisser et même amener nos générations à venir également à retrouver quelque chose et à vraiment contribuer au réel développement donc, de cette Afrique.
de cette Afrique, parce que depuis un certain temps, moi je ne parle plus de pays, mais moi je dis nous sommes tous africains. Nous sommes africains. Parce que quand on dit je suis... C'est vrai, il faut pouvoir faire ça, mais lorsqu'on se retrouve dans un combat commun, il faut faire taire nos connotations de pays. Je l'ai toujours dit au cours de nos réunions, je dis, mais écoute, tu dis que tu es ghanéen, mais tu es africain, donc il ne faut pas commencer à avoir des comportements de ghanéens. Il faut avoir les comportements africains. Et donc c'est ça que nous devons savoir. Et les jeunes doivent savoir que une seule hirondelle ne fait pas le printemps. Désormais, il faut toujours travailler ensemble. Il faut toujours travailler en groupe. Parce que de plus en plus, les investisseurs ne veulent plus investir dans des projets individuels, mais des projets communautaires, des projets, des coopératives. Donc, il faut qu'ils en prennent conscience. Ce n'est pas seulement sur les questions du foncier ou sur les questions de l'agriculture. Même si tu es dans un autre secteur, il faut comprendre qu'aujourd'hui, là, on ne peut plus travailler seul. Il faut se mettre en groupe pour mieux gagner. Et être transparent et sincère pour que les revenus soient partagés proportionnellement aux efforts de chacun. Je sais que c'est ça qui va faire que les jeunes vont commencer à se mettre ensemble. Merci. Merci à vous. Je précise que nous parlons bien entendu de la sécurisation des terres aujourd'hui sur Incursion 229. On a parlé de cette organisation YILA, Youth Initiative for Land in Africa. Et nous avons échangé avec son coordonnateur, M. Oji, qui nous a présenté bien entendu les ambitions de son organisation et tout ce qui se fait pour intéresser les jeunes à la question foncière dans notre pays et surtout sur le continent africain. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis une fois encore et je vous rappelle les principes qui nous guident un tant soit peu. Pour l'intérêt de cette émission, il faut toujours s'abonner, aimer, commenter et partager. Merci pour votre attention et à très bientôt.